Chaque année, partout dans le monde, on soulève et déplace des structures de milliers de tonnes. Et pourtant, la plupart des gens n'imaginent même pas comment c'est possible. Imaginez un stade entier, plus lourd que des dizaines de milliers de voitures, suspendu dans les airs, sans grue, sans magie. Rien que de l'acier, de la pression et une précision au dixième de millimètre. Mais il existe un moment critique dont presque personne ne parle. C'est lui qui détermine si l'opération sera une prouesse d'ingénierie ou une catastrophe en quelques secondes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un processus où les bâtiments se détachent littéralement du sol. Et croyez-moi, ce qui se passe ensuite, cela semble relever de la science-fiction, mais c'est bien réel. Restez avec nous jusqu'au bout, car le secret le plus dangereux se cache là où vous ne l'attendez absolument pas. Tout commence par une idée qui semblerait folle au commun des mortels. Pourquoi soulever un stade ou un immeuble entier? C'est à la fois simple et complexe. Parfois, une ville décide d'élargir une route et un monument historique se trouve sur son passage. Ou, comme dans notre cas, un stade souhaite ajouter un niveau de gradin supplémentaire, mais l'espace manque autour, si bien que la seule solution consiste à s'élever verticalement. Mais on ne peut pas simplement accrocher un tel géant à une grue, il s'effondrerait sous son propre poids. Il faut une approche qui tient davantage de la chirurgie que de la construction. La première étape, c'est la préparation des fondations. Les ingénieurs creusent littéralement sous le bâtiment et remplacent avec précaution les anciennes structures porteuses par des charpentes d'acier temporaires. Cela prend des mois. Chaque colonne, chaque recoin de l'ouvrage doit être calculé de manière à répartir la charge uniformément. Sous chaque point clé, on place un vérin hydraulique. Mais ce ne sont pas ces petits modèles avec lesquels vous changez une roue. Un seul de ces cylindres peut atteindre la taille d'un homme et peser plusieurs tonnes à lui seul. Un tel dispositif est capable de soulever 800, voire 1000 tonnes. Et il y en a des dizaines. Vient ensuite ce que les ingénieurs appellent le levage synchrone. Imaginons que vous ayez 40 points d'appui. Si l'un d'entre eux s'élève ne serait-ce que de 5 mm au-dessus des autres, la structure subira une contrainte interne telle que les murs commenceront à se fissurer. C'est pourquoi tous les vérins sont reliés en un seul réseau, piloté par un cerveau informatique. Celui-ci reçoit les données des capteurs en temps réel. Si le moindre écart d'un dixième de millimètre se produit quelque part, le système interrompt instantanément l'alimentation en huile du vérin concerné. C'est un processus d'une lenteur incroyable. Vous pourriez rester à côté sans même remarquer que le bâtiment bouge. En 1 heure, il ne s'élève que de 10 cm. La pression dans le système est proprement hallucinante. L'huile hydraulique circule dans des tubes d'acier sous une pression de 700 bars. Pour vous donner une idée, c'est 350 fois plus que dans les pneus de votre voiture. Si un tel tube venait soudain à se rompre, le jet d'huile pourrait trancher une poutre de béton. Vous vous souvenez du film Ghost Ship et de la scène avec le câble d'acier sous tension? Voilà pourquoi les mesures de sécurité ici sont dignes d'une mission spatiale. Toutes les connexions sont vérifiées 10 fois par jour. Et pendant le levage lui-même, les équipes se tiennent à distance de sécurité, surveillant les écrans de contrôle. Lorsqu'une maison se détache du sol, commence une étape que l'on appelle l'élévation progressive des supports. Le vérin pousse le piston de 20 ou 30 cm. Mais il ne peut pas supporter le poids éternellement. C'est pourquoi les ingénieurs utilisent des cubes d'acier spéciaux ou des blocs de béton. Dès que le piston atteint la hauteur voulue, on glisse un tel bloc sous la colonne. Puis le piston redescend légèrement, posant le bâtiment sur ce nouveau support temporaire. Ensuite, on place une plateforme identique sous le vérin lui-même et il est à nouveau prêt à pousser vers le haut.
Cela ressemble à un jeu de Lego, sauf qu'à la place de briques en plastique, vous avez des blocs de 100 tonnes. Et au lieu d'un tapis de jeu, une ville entière. Mais le plus fascinant commence lorsqu'il faut non seulement soulever le bâtiment, mais le déplacer. Pour cela, on utilise des transporteurs modulaires autopropulsés. Ce sont des plateformes montées sur des centaines de roues, chacune pouvant pivoter indépendamment. On soulève le bâtiment, on glisse ces plateformes dessous et on le descend délicatement. Puis ce train géant se met en mouvement à la vitesse d'un demi-kilomètre à l'heure. C'est un spectacle qui attire les foules. Une maison de 6000 tonnes avance tranquillement dans la rue, franchissant virages et ponts. Les conducteurs de ces plateformes pilotent l'opération à l'aide de télécommandes qui ressemblent à des manettes de jeu. Mais leur responsabilité est légèrement plus grande que celle des gamers. Beaucoup se demandent « et si le courant est coupé ou que la pompe tombe en panne ?» Les ingénieurs ont tout prévu. Chaque vérin est équipé d'un verrou mécanique. Il s'agit d'un énorme écrou sur le piston que l'on serre au fur et à mesure de la levée. Même si toute l'hydraulique venait à disparaître subitement, l'acier viendrait simplement buter contre l'acier et la structure ne s'effondrerait pas. C'est le principe de la fiabilité absolue. La sécurité est ici la priorité numéro 1. Car un seul faux pas peut transformer un chef-d'œuvre architectural en un tas de gravats en quelques secondes. Le coût de telles opérations, c'est un chapitre à part. Parfois, soulever un stade ou déplacer un immeuble revient plus cher que d'en construire un neuf. Mais lorsque le bâtiment a une valeur historique ou qu'il s'agit d'une énorme installation industrielle impossible à démonter, les méga-vérins deviennent la seule issue. C'est un travail pour ceux qui n'ont pas peur des grands chiffres et savent garder la tête froide quand des milliers de tonnes de métal et de béton sont suspendus au-dessus d'eux. Lorsque le processus est achevé, on coule sous l'édifice une nouvelle fondation, définitive cette fois. C'est tout un art de faire en sorte que la partie ancienne et la nouvelle ne forment plus qu'un seul ensemble. Et quand, quelques mois plus tard, les gens reviennent dans ce stade ou cet immeuble, ils ne se doutent même pas que cette structure a un jour voyagé dans l'espace ou s'est retrouvée suspendue au-dessus du vide, ne tenant que par la seule force de l'hydraulique. Pour l'instant, à la place des murs habituels, il n'y a qu'une forêt d'étais métalliques temporaires. Les ingénieurs doivent maintenant combler ce vide de telle manière que la construction ne sente même pas la transition. On commence par monter un treillis serré d'armature, le squelette d'acier de la future fondation où chaque barre a l'épaisseur du bras d'un homme adulte. Puis, tout autour, on installe un coffrage capable de résister à la pression folle du béton liquide. Le coulage lui-même s'effectue en continu, afin d'éviter les joints qui pourraient devenir des points faibles. Des pompes spéciales injectent des centaines de mètres cubes de mortier qui vient combler chaque interstice sous les anciennes fondations. Mais le plus délicat reste la jonction finale. On utilise des mélanges spéciaux sans retrait pour que le béton vienne épouser l'ancienne fondation sans le moindre millimètre de jeu. Lorsque la pierre prend en résistance, les vérins temporaires sont retirés avec précaution et la structure s'installe sur sa nouvelle base permanente. C'est le moment de vérité. Des milliers de tonnes transitent en douceur vers le béton frais. Et lorsque, quelques mois plus tard, les gens pénètrent à nouveau dans ce stade ou cet immeuble, ils ne se doutent même pas que cette construction a jadis voyagé dans l'espace ou a tenu suspendue à un fil, soutenue par la seule force hydraulique. Voilà ce qu'elle est, cette œuvre invisible d'Atlas moderne qui, au lieu de leurs propres épaules, utilise l'acier et la pression de l'huile. J'espère que la prochaine fois que vous apercevrez un grand édifice, vous regarderez ses fondations d'un œil un peu différent. Ce fut une journée passionnante sur le chantier, et je suis ravi que vous ayez parcouru ce chemin avec moi. À bientôt sur de nouveaux sites où nous dénicherons assurément
quelque chose qui fera battre votre cœur plus fort d'admiration devant le génie humain. Chaque année, des milliers de machines géantes, capables de transporter des centaines de tonnes de marchandises, voient le jour. Pourtant, bien peu s'interrogent sur ce qui se cache au cœur de ces monstres. Imaginez, des pièces pesant plusieurs dizaines de tonnes, des températures dignes d'un volcan et une pression capable de broyer n'importe quoi. Mais il existe un élément dont presque personne ne parle. C'est précisément lui qui détermine si cette machine tiendra le coup ou si elle basculera dans la catastrophe. Aujourd'hui, nous pénétrons là où naît la force qui maintient en marche ces géants de 600 tonnes. Et croyez-nous, ce que vous allez découvrir bouleversera à jamais votre vision de l'ingénierie. Ne partez pas, car le plus fascinant se trouve là où vous ne l'attendez certainement pas. Tout commence par l'arrivée à l'entrepôt d'ébauche monumental. Des pièces d'acier moulées pesant jusqu'à 50 tonnes. Ce n'est pas l'acier dont on fait les casseroles. C'est un alliage spécial, capable de résister à une pression de 1000 atmosphères et de ne pas se fissurer quand la machine heurte un rocher de la taille d'un réfrigérateur. La première étape, l'usinage grossier. D'immenses machines à commande numérique découpent le métal excédentaire avec une facilité déconcertante, comme s'il s'agissait de beurre. Sauf qu'à la place du beurre, ce sont des copeaux incandescents de plusieurs millimètres d'épaisseur qui volent dans l'atelier. Ici, la précision doit être respectée au dixième de millimètre près. Car si une pièce de 40 tonnes se met à vibrer à 40 km/h, les conséquences seraient désastreuses pour tout le monde alentour. La fabrication d'un tel pont ou bras de suspension nécessite environ 300 heures de travail, machine pure. Après usinage, on passe à la trempe thermique. La pièce est envoyée dans un four où la température atteint 850 degrés Celsius. Elle rougeoie jusqu'à une teinte écarlate et prend l'allure d'un artefact sorti de la forge d'antiques géants. Puis on la refroidit brutalement dans un bain d'huile spéciale de 20 000 litres. Cela rend le métal incroyablement résistant en surface, tout en préservant une certaine plasticité à cœur, pour qu'il ne se brise pas sous les chocs en service. Vient ensuite le plus fascinant, l'assemblage de la partie hydraulique. Ces machines n'ont pas de ressort classique, car aucun ressort au monde ne pourrait encaisser une telle masse. À la place, on utilise des vérins azote-huile. Dans un seul de ces amortisseurs, on verse environ 150 litres d'huile hydraulique spéciale et on injecte de l'azote sous une pression de 200 bars. Cela permet à la machine de littéralement flotter sur la route, même si le mot « route » dans une carrière relève de la litote. On dirait une seringue géante de 3 mètres de long et 60 cm de diamètre. Quand un tel dispositif réagit à une irrégularité, il absorbe une énergie suffisante pour projeter une voiture de tourisme jusqu'au 5e étage. Imaginez les forces qui s'exercent sur l'assemblage de ces pièces. Chaque axe reliant les éléments de suspension subit un traitement cryogénique. On le refroidit dans de l'azote liquide jusqu'à moins 196 degrés pour qu'il se contracte légèrement. Ensuite, on l'insère dans l'alésage et lorsque le métal revient à température ambiante, il se dilate et se bloque de manière indéfectible. Pour désolidariser un tel assemblage, il faut une presse de 500 tonnes. Ce n'est pas comme donner un coup de clé de 13 dans son garage, bière à la main. Chaque jambe de force terminée passe par des essais sur banc. On la comprime et l'étire 10 000 fois sous charge maximale. Cela ressemble à une danse très lente et très lourde de colonnes d'acier. Sur les écrans, les ingénieurs suivent des graphiques où chaque courbe représente des tonnes de force. Si ne serait-ce qu'un seul capteur affiche un écart d'0,5%, la pièce part au démontage.
La sécurité est ici primordiale, car lorsque la masse totale du tombereau atteint 630 tonnes avec son chargement, une défaillance de la suspension pourrait déclencher un véritable séisme à l'échelle locale. Nous nous trouvons actuellement devant un essieu arrière terminé. Sa largeur avoisine les 9 mètres, soit l'équivalent de 3 voies d'autoroute ordinaires. Le poids de ce seul ensemble, sans les roues, est de 60 tonnes. Pour le transporter jusqu'au site d'assemblage du tombereau, il faut une plateforme spéciale et une escorte policière. Maintenant, ajoutez-y les roues. Chacune pèse 5 tonnes et mesure 4 mètres de hauteur. Toute cette structure doit fonctionner sans interruption 20 heures par jour, dans la poussière, par 40 degrés de chaleur ou moins 30 de gel. Un tel tombereau de 400 tonnes consomme environ 170 litres de carburant par heure. Imaginez un peu, chaque minute, 3 litres de gazole disparaissent dans ces cylindres. Le temps d'un battement de cils, 1 litre s'est envolé. Parlons maintenant de la chaussure. Une seule de ces roues coûte autant qu'un bon SUV, dans les 40 000 $. Et encore, elle ne tient que 6 mois en carrière. C'est comme si vous achetiez des baskets au prix d'un appartement toutes les 2 semaines. Et si ce mastodonte atteint 64 km/h, il lui faudra 200 mètres pour s'arrêter. 2 terrains de football d'adrénaline pure et de fumée de frein. Maintenant, plongeons brutalement dans l'univers du nanomètre. Vous vous souvenez de ces galettes de processeurs ? Eh bien, sur 1 mm², moins que l'ongle de votre petit doigt, nous parvenons à loger plus de 100 millions de transistors. Imaginez toute la population chinoise contrainte de s'installer sur un timbre-poste. Les signaux électriques y filent à 30% de la vitesse de la lumière. Et tout cela doit se dérouler dans une propreté absolue. Dans les salles blanches, on compte moins d'1 poussière par pied cube d'air. Pour comparaison, dans votre salon, des millions de ces particules voltigent en ce moment même. Il s'avère qu'une usine de fabrication de processeurs est l'endroit le plus propre de la planète. Plus propre même que l'espace intersidéral. Quand je regarde ces pièces, je mesure le chemin parcouru par notre génie technique. Nous avons appris à domestiquer des forces dont nous ne pouvions auparavant que lire l'existence dans les livres. C'est une immense responsabilité et le fruit d'un travail colossal mené par des milliers de personnes. Songez-y. Toutes les 20 minutes, ce monstre se positionne sous la pelle, reçoit 70 mètres cubes de minerai dans sa benne et les remonte sur les pentes escarpées de la carrière. Et tout cela repose sur ces montants métalliques que nous avons vus aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les entrailles de l'acier vous a autant fasciné que moi. Ce ne sont pas de simples ferrailles, mais la puissance et la précision réunies en un seul objet. C'était passionnant de voir comment quelque chose d'aussi massif se construit avec une telle minutie. La suite nous réserve des installations encore plus impressionnantes, alors restez avec nous. D'autres merveilles d'acier et secrets industriels vous attendent. Rendez-vous sur le prochain site, où nous dénicherons forcément de quoi vous émerveiller. Aujourd'hui, je vous ai entraîné dans un endroit où tout autour est blanc, comme si nous avions atterri sur le plateau de tournage d'un film se déroulant sur une lointaine planète enneigée. Mais à la place de la neige, ce sont des roches. Nous parlons aujourd'hui du calcaire. On pourrait croire qu'il n'y a rien de fascinant dans ce morceau de roche blanche que nous avons tous vu à l'école près du tableau. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Nous nous trouvons actuellement au fond d'une carrière gigantesque, où l'ampleur de l'exploitation fait battre le cœur un peu plus vite et trembler la caméra d'émerveillement. Le calcaire est le fondement de notre civilisation, au sens propre du terme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment des montagnes entières
se transforment en routes, en bâtiments et même en quelque chose que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner, sans même vous en douter. Si l'on rassemblait tout le calcaire que l'humanité extrait en une année, on obtiendrait une montagne de plus de 5000 mètres de haut, presque l'Elbrus, mais entièrement composée de coquilles de mollusques antiques. La production mondiale totale dépasse 5 milliards de tonnes par an. C'est tellement colossal que si nous chargions cette pierre dans des wagons de marchandises standards, le train ainsi formé ferait plus de 30 fois le tour de l'équateur terrestre. Regardez autour de vous. Ces terrasses blanches qui descendent en profondeur évoquent d'antiques amphithéâtres, sauf qu'au lieu de gladiateurs, ce sont d'immenses excavateurs qui y œuvrent. Chaque gradin de ces terrasses mesure près de 15 mètres de hauteur. C'est comme un immeuble de 5 étages, taillé dans la roche massive. Pour détacher un fragment de cette paroi, une simple pioche ne suffirait pas. On a recours ici au forage et au dynamitage. Des machines spécialisées percent des trous profonds où l'on introduit un mélange explosif qui fait littéralement voler la roche en milliers de fragments, petits et moins petits. Quand une telle explosion se produit, le sol tremble sous nos pieds, comme si un troupeau de mammouths venait de passer. Mais ce que nous voyons n'est déjà que le résultat. Des montagnes de roches qu'il faut maintenant évacuer. C'est alors qu'entrent en scène les véritables maîtres de ces chemins, les tombereaux de carrière. Une seule de leurs roues pèse plus lourd que 3 de mes voitures réunies. Ces géants transportent 40, voire 60 tonnes de roches d'un seul coup. Quand un tel monstre passe à proximité, un nuage de poussière blanche s'élève et recouvre tout alentour. C'est précisément ce calcaire, cette roche qui, il y a des millions d'années, était le fond d'un océan chaud. Songez un instant, nous marchons aujourd'hui sur les restes de coquillages, de coraux et de squelettes de créatures marines qui vivaient ici bien avant l'apparition des premiers hommes. C'est un véritable portail temporel que nous réduisons en gravier. Une fois chargées, les pierres partent vers le concasseur primaire. C'est une immense gueule d'acier qui broie des blocs de la taille d'un réfrigérateur en morceaux que l'on peut tenir dans la main. Le bruit y est si assourdissant que même avec un casque anti-bruit, vous le ressentez dans tout votre corps. Du concasseur, le calcaire tombe sur un tapis roulant. C'est comme un fleuve infini qui charrie l'or blanc de la carrière vers les installations de tri. La longueur de ce convoyeur dépasse 3000 mètres dans cette usine. Il serpente à travers collines et ravins, acheminant la matière première jusqu'aux ateliers de traitement. L'étape suivante, le tri par calibre. La pierre passe au crible de tamis géants qui vibrent à une cadence vertigineuse. À la sortie, on obtient différentes granulométries, depuis les gros moellons destinés à consolider les berges ou construire des digues, jusqu'au sable fin. Mais le plus fascinant commence là où l'on prévoit de transformer le calcaire en autre chose. En chaux, par exemple. Pour cela, la pierre est envoyée dans des fours. Ce sont d'immenses tours où règne une température supérieure à 1100 degrés Celsius. À l'intérieur, se produit une réaction chimique. Le calcaire se décompose, libérant du dioxyde de carbone et nous laissant de la chaux vive. C'est une substance très agressive qui, au contact de l'eau, se met à bouillir en dégageant une quantité phénoménale de chaleur. J'ai vu comment on pourrait faire cuire un repas dans de telles fosses, même si je vous le déconseille vivement si vous tenez à vos casseroles et à votre santé. Pourquoi avons-nous besoin de tant de chaux, me demanderez-vous ? Eh bien, je vais vous le dire. Sans elle, aucune structure métallique moderne n'existerait. En métallurgie, le calcaire est utilisé comme fondant. Il attire à lui toutes les impuretés indésirables du fer en fusion, les transformant en scories que l'on évacue ensuite tout simplement. Autrement dit, chaque rail, chaque automobile et chaque charpente de gratte-ciel ont été purifiés par cette pierre blanche.
Mais ce n'est pas tout. Si nous nous tournons vers l'agriculture, nous constatons que la farine calcaire sauve les sols acides. On l'épand dans les champs pour que les plantes puissent mieux assimiler les nutriments. Il s'avère donc que la pierre extraite des carrières nous aide à cultiver le blé et le maïs. Penchons-nous maintenant sur l'industrie agroalimentaire, car c'est là que commence une véritable histoire de détective. Vous êtes-vous déjà demandé comment on rend le sucre si blanc et si pur? Eh bien, c'est grâce au lait de chaux. Lorsqu'on transforme la betterave sucrière en jus, cela ressemble à un liquide marron et trouble que vous n'auriez certainement pas envie d'ajouter à votre café. Mais après purification à la chaux, toutes les impuretés se déposent et l'on obtient un sirop limpide et transparent. Alors, chaque fois que vous mettez une cuillère de sucre dans votre tasse, pensez à ces carrières blanches et à ces excavatrices géantes. Elles travaillent même pour votre dessert. Nous passons maintenant devant l'atelier où le calcaire est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine. Cette poudre est ajoutée au papier pour le rendre dense et blanc. On l'ajoute aussi au plastique, à la peinture, au caoutchouc des pneus de votre voiture. C'est une charge universelle qui permet d'économiser des matières premières plus coûteuses, tout en améliorant les propriétés des produits. Le calcaire est partout. Vous êtes littéralement assis dessus, vous écrivez dessus, et vous regardez des murs peints grâce à lui. L'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les hommes se relaient, les machines se ravitaillent, et le tapis roulant continue d'avancer, imperturbable, charriant sa cargaison de pierres. C'est comme un grand organisme mécanique qui ne dort jamais. Si le concasseur s'arrête, c'est toute la chaîne qui s'effondre en 1 heure, jusqu'à l'expédition du produit fini. L'aspect écologique mérite qu'on s'y attarde. L'extraction de la pierre, c'est toujours une intrusion dans la nature, mais les usines modernes s'efforcent de compenser. J'ai vu d'anciennes carrières transformées, une fois les travaux terminés, en magnifiques lacs ou en parcs. Les terrasses sont reboisées, et 10 ans plus tard, on peine à croire que des artificiers y ont un jour travaillé. C'est la pratique normale dans le monde civilisé. Prendre à la nature ce dont nous avons besoin, mais laisser derrière nous quelque chose de viable. Merci de m'avoir accompagné dans ces labyrinthes blancs. Nous avons encore devant nous bien des usines fascinantes, où le métal fond et où la pierre reprend vie. Construisez solidement, vivez intensément, et souvenez-vous que même les choses les plus simples sous nos pieds ont leur histoire extraordinaire qui mérite d'être racontée. Rendez-vous dans les prochains épisodes, où nous dénicherons à nouveau quelque chose d'immense, de retentissant et d'incroyablement captivant. À bientôt sur de nouveaux sites, où ensemble nous explorerons comment fonctionne ce monde dans ses plus grandes manifestations. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes de lithium sont extraites à travers le monde. Et ce n'est plus un simple métal, mais le fondement même de toute l'énergie du futur. On pourrait s'attendre à quelque chose de complexe et technologique, mais tout commence par une eau salée trouble au milieu du désert. Sous un soleil de plomb, elle s'évapore pendant des mois, dans des bassins gigantesques, jusqu'à ce qu'il ne reste que cet or blanc. Et le plus fascinant commence après, lorsque cette matière première parcourt le chemin de la saumure, jusqu'au cœur de la batterie. Et à la fin, un détail vient bouleverser toute notre perception de cette histoire. Je me tiens au milieu d'un paysage blanc, presque aveuglant, qui semble recouvert de neige, mais ce n'est pas de la neige. C'est un désert de sel, quelque part à plusieurs milliers de mètres d'altitude, où sous mes pieds, ce n'est pas de la terre, mais un mélange de sel, de minéraux et d'eau. C'est ici que commence le parcours du lithium, ce métal qu'on appelle aujourd'hui l'or blanc. Et oui, dans les commentaires, vous vous disputez souvent au sujet des voitures électriques et de l'écologie. Alors maintenant,
je vais vous montrer comment tout cela fonctionne réellement, sans artifice. Sous cette croûte blanche se cache la saumure, une eau saturée en sel de lithium. On la pompe depuis des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres à travers des forages. Les pompes remontent lentement ce liquide trouble à la surface et le dirigent vers d'immenses bassins d'évaporation. Et c'est là que commence la partie la plus spectaculaire du processus. Devant moi, des dizaines de bassins rectangulaires, chacun de la taille de plusieurs terrains de football. L'eau qu'ils contiennent est de couleurs différentes, du bleu au vert et même au jaune. Ce n'est pas un choix esthétique, mais la chimie à l'œuvre. La saumure est pompée d'un bassin à l'autre, et à chaque étape, sa composition se modifie. Le soleil fait l'essentiel du travail. La température de l'air dépasse facilement les 30 degrés Celsius, et les pluies sont quasi inexistantes. L'eau s'évapore pendant des mois. Au départ, le liquide est pompé dans les plus grands bassins. Il y passe plusieurs semaines sous le soleil, perdant une partie de son eau. La concentration en sel augmente, et les plus lourds d'entre eux, principalement le sodium, commencent à cristalliser et à se déposer au fond. Ensuite, la saumure est transférée vers le bassin suivant. Celui-ci est déjà plus petit et la composition du liquide plus pure. Ici précipitent d'autres éléments comme le potassium. À chaque passage, l'eau devient plus épaisse, plus sombre, plus saturée en minéraux. Les ingénieurs contrôlent constamment sa composition. Ils prélèvent des échantillons, mesurent les concentrations, pour ne pas perdre le lithium avec les sels excédentaires. Aux étapes finales, il ne reste principalement que des composés de magnésium et de lithium. Le processus devient alors particulièrement précis. La saumure est maintenue plus longtemps dans les bassins, et parfois des réactifs sont ajoutés pour éliminer les impuretés indésirables. Au final, chaque bassin produit une solution de plus en plus concentrée, qui finit par contenir suffisamment de lithium pour être traité. Semaine après semaine, la concentration de lithium augmente. D'abord, ce sont les autres sels qui précipitent: sodium, potassium, magnésium. Ils se déposent au fond, formant des couches solides. Le liquide est progressivement pompé vers les bassins suivants, laissant l'excédent derrière lui. Dans les derniers étangs, subsiste un concentré contenant déjà assez de lithium pour passer à l'étape suivante. Ce liquide rejoint ensuite l'usine de traitement. Ici, le décor change radicalement. L'espace ouvert laisse place à des tuyaux, des réacteurs et des cuves. La saumure est purifiée de ses impuretés résiduelles, puis transformée en carbonate de lithium, cette poudre blanche qui constitue la matière première des batteries. Lorsque la saumure arrive à l'usine, ce n'est plus une eau trouble, mais un cocktail chimique concentré où le lithium joue le rôle principal, tout en côtoyant encore magnésium, calcium et résidus de sel. Première étape, la purification. Le liquide est acheminé vers de grandes cuves, où il est traité avec des réactifs qui capturent les impuretés indésirables. Une partie des éléments passe à l'état insoluble et se dépose au fond, tandis qu'une autre est séparée par filtration. On obtient ainsi une solution nettement plus pure, prête pour la réaction principale. Cette saumure est ensuite transférée dans d'immenses cuves métalliques, les réacteurs, où s'opère la transformation cruciale. On y ajoute des réactifs carbonatés, généralement à base de soude. C'est à ce moment que démarre la réaction. Le lithium change de forme et commence à précipiter sous forme de dépôts solides. Observé de près, le liquide se trouble progressivement et de fines particules blanches y apparaissent. C'est le futur carbonate de lithium. Ce processus est contrôlé avec une précision extrême. Température, vitesse d'agitation, concentration des réactifs, tout compte. Si les paramètres dérivent, une partie du lithium restera en solution ou se mélangera aux impuretés. C'est pourquoi les opérateurs prélèvent constamment des échantillons et ajustent le processus en temps réel.
Une fois la réaction terminée, le mélange est envoyé en filtration. De grands filtres industriels séparent le précipité solide du liquide. Ce qui reste sur le filtre ressemble à une poudre blanche humide. Mais elle n'est pas encore prête. Elle contient des résidus de réactifs et de sel. L'étape suivante est le lavage. Le précipité est rincé à plusieurs reprises à l'eau pure pour éliminer toutes les substances étrangères. C'est un peu comme laver du sable, mais avec un contrôle qualité bien plus rigoureux. Le matériau est ensuite envoyé dans des installations de séchage, où l'humidité résiduelle est éliminée à température élevée. On obtient alors une poudre blanche sèche et fluide, le carbonate de lithium. Son apparence est plutôt modeste, presque comme de la farine, mais c'est à partir d'elle que commence la fabrication des batteries modernes. Chacune de ces particules a parcouru un long chemin depuis l'eau salée, jusqu'à une réaction chimique contrôlée, pour devenir finalement une source d'énergie destinée aux technologies que nous utilisons au quotidien. Cette poudre est ensuite conditionnée dans des sacs de plusieurs dizaines de kilogrammes et expédiée vers d'autres usines, où commence la fabrication proprement dite des batteries. Là-bas, le lithium est mélangé à d'autres éléments. Les cathodes et anodes sont formées, les cellules assemblées. Mais toute cette histoire high-tech commence ici, dans le silence des plaines salées et sous un soleil de plomb. Et voici ce qui est fascinant. Pour obtenir une tonne de carbonate de lithium, il faut évaporer des centaines de milliers de litres d'eau. Cela signifie des mois de travail, des surfaces immenses et un équilibre très délicat avec la nature. C'est précisément pour cela que l'extraction du lithium suscite des débats si vifs. Il est indispensable à la transition vers la mobilité électrique, mais son obtention a aussi son prix. Vu du ciel, ces bassins ressemblent à une palette de peintre géante. Mais derrière cette beauté se cache un processus long et lent. Ici, pas de résultat rapide, seulement le temps, le soleil et la patience. Et moi, j'attends patiemment que vous vous abonniez à ma chaîne. Et à un moment donné, on finit par comprendre. Chaque batterie dans un téléphone ou une voiture électrique, ce n'est pas seulement de la technologie. Ce sont aussi ces champs, cette eau, ces mois d'évaporation. Le lithium n'apparaît pas de nulle part. Il parcourt un long chemin avant de devenir ce qui alimente le monde moderne. L'extraction mondiale de lithium connaît aujourd'hui une croissance presque explosive. Si en 2010, elle atteignait environ 28 000 tonnes, en 2024, elle s'élève déjà à quelques 240 000 tonnes par an. Salut les amis! Me voici devant cette énorme Champ. Vous savez, cette fusée qui n'explose pas, mais qui coupe tout sur son passage. Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur, décortiquer chaque détail pour voir ce qui s'y cache. Et je vous raconterai tout tel que je l'ai vécu à l'usine. J'ai déjà visité un paquet de sites de ce genre, et cette fusée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, embarquons pour la visite. Champ n'est donc pas un missile ordinaire, mais un véritable concentré de haute technologie développé par Boeing pour l'US Air Force. Son nom complet est Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project, mais nous n'allons pas nous embarrasser de ces longues formules, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est qu'il embarque une arme à micro-ondes capable de neutraliser l'électronique ennemie sans la moindre explosion. Imaginez, il vole en silence, tel un fantôme, et soudain, bam! Ordinateur, radar, système de guidage tombent en panne à des dizaines de kilomètres à la ronde. J'ai vu une démonstration sur stand. Le missile décolle depuis un avion, manœuvre, puis libère une impulsion de plusieurs millions de watts. L'efficacité est stupéfiante, sans éclat ni incendie. Les tirs d'essai de l'année 2030 ont été concluants.
Le missile a survolé la zone test et neutralisé des systèmes entiers en un seul passage, ordinateur compris. Les chiffres exacts de production sont classifiés, mais le programme se poursuit depuis 2009 sous l'égide de l'Air Force Research Laboratory. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis glissé dans l'atelier de fabrication, où s'assemblent ces merveilles technologiques. Et voici ce que j'ai vu. Le cœur du missile, c'est un générateur micro-ondes de haute puissance, quelque chose comme un oscillateur à relaxation ou un magnétron, qui crée une impulsion d'ondes électromagnétiques. Ces ondes pénètrent dans les appareils par les antennes, les fentes ou les câbles, et grillent les circuits sensibles. Le générateur fonctionne à des fréquences en gigahertz, produisant des impulsions d'une durée de nanosecondes, mais avec une énergie capable de calciner l'électronique sur des milliers de mètres carrés. J'ai touché le panneau. Le métal était froid, mais à l'intérieur bouillonne une telle puissance que sans blindage spécial, vous ne survivriez pas. Le corps du missile est en composite à base de carbone, pesant environ 2 tonnes pour une longueur de 7 mètres et un diamètre inférieur à 1 mètre. Elle est aérodynamique, dotée d'ailettes pour manœuvrer jusqu'à 20 km d'altitude. À l'intérieur, des compartiments de carburant. Un propulseur à combustible solide la projette d'abord en altitude, puis un moteur de croisière à carburant faible s'enclenche pour un vol de précision. J'ai jeté un œil dans le compartiment moteur. Valves, turbines, tout poli jusqu'à l'éclat, comme une œuvre d'orfèvrerie. Le carburant est un mélange à haute densité énergétique, calibré pour une portée de 2 km. Le système de guidage, c'est une autre histoire. Ici, gyroscope laser, navigation inertielle et module GPS protégé contre les brouillages. Le missile choisit lui-même ses cibles, radar, poste de commandement ou drone. Les ingénieurs l'ont testé sur banc d'essai. Il pivote de 30 degrés par seconde, tel un bolide de course. Et l'électronique à bord repose sur des puces dernière génération, résistantes à leurs propres impulsions. Je les ai entendus plaisanter. Ce truc coupe les ordinateurs ennemis, mais garde son smartphone allumé. Passons maintenant au mécanisme. L'ogive n'est pas un explosif, mais une antenne qui se déploie en vol comme un parapluie, élargissant la zone de frappe. Derrière, des batteries lithium-ion accumulent l'énergie pour le générateur. Je les ai vues en charge, des milliers de volts sous tension, mais tout reste isolé. Le refroidissement est liquide, au fréon, car les micro-ondes produisent énormément de chaleur. L'ensemble est scellé dans une coque hermétique, capable d'encaisser des accélérations 20 fois supérieures à la gravité terrestre. Tout commence par la structure. Dans l'atelier, les ouvriers revêtus de combinaisons de protection manipulent des composites à base de carbone, légers mais résistants comme du fil d'acier. Ces panneaux forment une coque de 7 mètres de long, assemblée par des boulons à revêtement de titane. J'étais là, à observer les machines laser découper la matière au millimètre près. Pas un gramme de trop. La structure est testée en résistance. Placée sur un banc d'essai, elle subit des simulations de surcharge, comme si la fusée filait déjà à Mach 2. S'il y a ne serait-ce qu'une micro-fissure, toute la structure est mise au rebut. Cela prend une journée entière, car le séchage du composite s'effectue à 100 degrés Celsius dans des autoclaves de la taille d'une pièce. Ensuite vient le plus intéressant. L'électronique est insérée à la main. Les machines sont ici impuissantes, car la délicatesse est cruciale. Des puces de la taille d'un ongle ne supportent pas une manipulation brutale. Les ingénieurs, gantés d'antistatiques, montent les cartes. D'abord le système de contrôle avec gyroscope, puis le générateur à micro-ondes. Chaque fil est tressé dans un câble blindé pour éviter que les impulsions ne se perturbent mutuellement. J'ai vu un technicien souder des contacts sous microscope. Les mains tremblent, mais l'expérience lui permet de rester stable. L'électronique comprend des milliers de composants.
condensateur pour accumuler l'énergie, transistor pour générer des ondes en gigahertz. Le montage dure 1 semaine, entrecoupé de contrôles. Des multimètres scannent chaque ligne au plus près pour éviter tout court-circuit. Après cela, vient l'épreuve des chambres à vide. Ces cuves géantes reproduisent l'espace. On y pompe l'air jusqu'à atteindre une pression d'1 millimètre de mercure. On y fait descendre la température à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Puis, on lance la roquette en vol. Les chambres ont la taille d'un camion. Leurs hublots sont en verre de quartz. Une fois le vide établi, on active le générateur. Les micro-ondes fusent, mais les parois blindées contiennent tout en sécurité. Les capteurs enregistrent température, vibration, impulsion. Si le générateur délivre moins d'1 million de watts, c'est retour à l'atelier. J'ai entendu le ronronnement, grave, comme le bourdonnement d'une abeille géante. Les tests sont répétés 3 fois, avec des pauses pour refroidir le tout par liquide. À l'usine, j'ai parlé avec les ouvriers. Ils sont fiers. L'assemblage se fait par étapes. D'abord la structure, puis l'électronique insérée à la main, car les automates ne parviennent pas à la délicatesse requise. On teste dans les chambres à vide, en simulant le vol. Une seule erreur, et c'est toute la série qui repart en fabrication. Le coût d'une roquette se compte en millions de dollars, mais l'effet en vaut la peine. Imaginez un combat où le matériel ennemi s'éteint tout simplement, comme une bougie sous le vent. J'ai fait un dernier tour autour du missile. La surface est lisse, dotée d'une protection thermique pour des vitesses hypersoniques, allant jusqu'à Mach 2. En dessous, les fixations pour un lancement depuis un bombardier B-52. À l'intérieur, outre le système principal, il existe des systèmes de secours. Si le générateur tombe en panne, le missile peut effectuer des manœuvres de repli ou s'auto-détruire. La sécurité avant tout, car ce n'est pas un jouet. La visite s'achève, mais les impressions demeurent. Le champ révolutionne les règles du jeu dans la guerre moderne, sans effusion de sang, mais avec un contrôle total. Si vous aimez la technologie comme moi, c'est un spectacle à ne pas manquer. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire, quelle sera notre prochaine destination ? Une usine de microprocesseurs ou de sous-marins peut-être ? Rendez-vous sur de nouveaux sites. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fabrique la plus grande clé à écrou du monde. Un outil de plusieurs mètres de long, pesant des centaines de kilos, capable de serrer des écrous destinés aux machines géantes et aux structures industrielles colossales. Une clé aussi imposante est indispensable pour le montage et l'entretien de boulonnages titanesques. Sans elle, l'assemblage de machines lourdes serait tout simplement impossible. Nous allons découvrir ensemble tout le processus de fabrication. Depuis l'ébauche massive en acier chrome-molybdène jusqu'à l'outil fini d'une précision remarquable, capable de résister à des contraintes extraordinaires. Je pénètre sur le site de l'usine métallurgique et je comprends immédiatement qu'ici, on travaille à des échelles titanesques. Tout autour, le grondement des ponts roulants, l'odeur de l'acier brûlant et le fracas des marteaux qu'on ressent jusque dans la poitrine. Le maître forgeron m'accueille. Un homme de haute stature, les mains marquées par les projets précédents, le regard scrutant chaque mouvement. Il me montre une pièce massive, un bloc d'acier chrome-molybdène de plus de 3 mètres de long, près d'1 demi-mètre d'épaisseur, pesant plusieurs tonnes. Cette pièce colossale deviendra la base de la plus grande clé à molette du monde. Elle impressionne déjà par elle-même. Même à 1 mètre de distance, on perçoit son poids, son ampleur et sa puissance potentielle. Le processus débute par la chauffe. La pièce est placée dans un four, immense comme une petite pièce, et la température monte progressivement jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal vire au rouge, presque fluide, et lorsque le forgeron le frappe de son marteau, on entend un choc sourd, profond. Le rythme est crucial.
Trop vite et le métal peut se fissurer. Trop lent et il refroidit en durcissant. Il faut travailler avec précision et l'équipe de forgerons le sait par cœur. L'un maintient la pièce en place, le second frappe au marteau. Le troisième contrôle la température et la forme du métal. Chaque geste est affiné par des années de pratique et la moindre erreur peut compromettre tout le travail. Lorsque la pièce devient malléable, commence le forgeage grossier. On utilise d'énormes marteaux de plusieurs centaines de kilos, manipulés par des ponts roulants. Coupe après coup, le métal est étiré et élargi, prenant peu à peu la forme de la future clé. On distingue déjà l'emplacement du manche et celui de l'ouverture destinée à l'écrou. Le processus s'étale sur plusieurs jours, car le métal refroidit progressivement et doit être constamment réchauffé pour éviter tension interne et fissures. Vient ensuite le forgeage de précision. Les forgerons travaillent avec des marteaux plus légers et des matrices spéciales. L'ouverture de travail est ajustée aux dimensions exactes de l'écrou. Le manche est étiré jusqu'à obtenir la longueur et l'épaisseur requises. Chaque coup compte. Une fraction de millimètre de décalage peut compromettre l'outil. Le contrôle est permanent. Les maîtres utilisent des gabarits de plus de 2 mètres de long, des règles pour l'épaisseur, des équerres pour vérifier la planéité. L'équipe fonctionne comme un seul mécanisme. L'un frappe, le deuxième contrôle la forme. Le troisième veille à ce que le métal ne surchauffe pas. Suit le traitement thermique. La clé est chauffée à 1000 degrés, puis refroidie brutalement dans d'immenses bains d'huile. Cela rend le métal dur et résistant, mais aussi fragile, d'où un revenu immédiat. Un réchauffage à plusieurs centaines de degrés, suivi d'un refroidissement progressif. Le métal obtient ainsi l'équilibre optimal entre rigidité et souplesse. Durant ce processus, le métal respire littéralement. On le voit changer de couleur, de forme, et devenir capable de supporter des charges incroyables. La fabrication d'une clé géante de ce type prend plusieurs semaines, parfois 3 à 4 semaines, selon la complexité de la commande et les dimensions de la clé. La majeure partie du temps est consacrée au chauffage et au forgeage grossier du métal, qui s'effectuent par étapes, avec des réchauffements et refroidissements successifs, afin d'éviter les fissures. Après le traitement thermique commence le ponçage et le polissage. Les forgerons utilisent de grandes meules abrasives et des fraises pour donner à la clé une surface lisse et des dimensions précises. Le manche est poli, l'ouverture de travail ajustée à l'écrou, chaque millimètre vérifié selon des gabarits. C'est impressionnant de voir combien de temps est consacré à des détails qui semblent imperceptibles au premier abord. Ici, ce n'est pas seulement la précision qui compte, mais aussi la rigueur de chaque geste. C'est d'elle que dépendent la fiabilité de l'outil et la sécurité du futur utilisateur. Une fois la clé terminée, on la transfère sur un banc d'essai. Elle est vissée sur des boulons géants et l'on observe en direct comment le métal réagit à des charges colossales. Les ingénieurs contrôlent les déformations, mesurent les flexions et les fissures, tandis que je me tiens à côté, incapable de détacher mon regard de ce morceau de métal qui se transforme en un outil puissant et maîtrisé. Ici, on ressent l'ampleur du travail industriel, de la température du four au coup de marteau jusqu'à la précision du polissage. À l'étape finale, les artisans appliquent un revêtement protecteur pour préserver le métal de la corrosion. Et le manche est peint d'une peinture spéciale pour faciliter le travail. À cette dernière étape de fabrication de la clé à écrou géante, les artisans passent à ce qui semble en apparence simple, mais qui constitue en réalité une partie cruciale du processus, la protection du métal et la préparation de l'outil à son utilisation. Après des semaines de forgeage, de chauffage, de polissage et de lustrage, le métal reste encore vulnérable aux facteurs extérieurs. L'air, l'humidité, même les résidus d'huile laissés par les mains peuvent provoquer la corrosion. Et pour un outil de cette envergure, cela signifierait un risque de fissure, de déformation et de perte de précision. Les artisans commencent par appliquer un revêtement protecteur spécial
sur l'ensemble du corps métallique de la clé. Il ne s'agit pas d'une simple peinture. On utilise des liquides et vernis anticorrosion spéciaux qui pénètrent dans les micropores de l'acier et forment un film protecteur résistant. Ils travaillent au pinceau et au pulvérisateur, veillant à ce que la couche soit uniforme sur toute la surface, y compris les parties internes de l'ouverture de travail et les zones difficiles d'accès du manche. Si le revêtement est appliqué de manière inégale ou présente des lacunes, c'est précisément là que la corrosion pourrait s'amorcer à l'avenir, mettant en péril tout ce travail colossal. Après l'application de la couche protectrice, le manche de l'outil est peint avec une peinture spéciale pour faciliter le travail. Elle ne se contente pas de rendre la clé esthétiquement plaisante. La peinture est destinée à améliorer la prise en main, à empêcher les mains de glisser et à protéger la surface des rayures et de la saleté lors de l'utilisation. Pour des clés de cette taille, on utilise une peinture qui résiste aux fortes contraintes mécaniques, aux variations brutales de température et au contact avec les graisses et huiles utilisées dans les usines. Après la mise en peinture, les artisans laissent le revêtement sécher naturellement, puis en vérifient l'uniformité. Cette étape peut sembler décorative au premier abord, mais elle est en réalité d'une importance cruciale. De sa qualité dépendent la longévité de la clé, la sécurité du travail et la précision du serrage d'écrous gigantesques. Ce n'est qu'une fois cette étape achevée que l'outil peut être considéré comme entièrement prêt. Durant cette visite, je n'ai cessé de m'émerveiller devant la façon dont le métal, entre les mains de l'homme, se transforme en un outil capable de serrer des écrous de plusieurs centaines de kilos, tout en conservant précision et maniabilité. Si vous souhaitez découvrir d'autres processus de ce type, abonnez-vous à la chaîne. J'y montre comment on fabrique et répare des objets gigantesques qu'on ne voit que rarement, même dans les grandes usines, et les observer en direct est bien plus captivant que sur un écran.